Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. La transformation de la Turquie prend des allures importantes depuis le coup d'État raté de juillet 2016. Recep Tayyip Erdogan persévère dans sa politique d'oppression à l'égard des Kurdes, de violation des libertés fondamentales et de mainmise sans partage sur le pays. Où va la Turquie ? Est-ce que le régime appelé islamisme modéré pendant les premières années de règne de l'AKP, enfin défini comme islamo-conservateur depuis peu et hier même qualifié de fasciste par Garo Paylan suite à l'arrestation des dirigeants du HDP, est là pour durer dans le temps et dans l'espace turc d'un point de vue politique et sociétal. Nous tenterons d'éclaircir dans ce quart sur table la logique de la guerre interne contre les opposants politiques, contre une partie de la population, pour l'instant les Kurdes, mais également la logique de guerre en Syrie et en Irak et les jeux d'alliance durables ou passagères avec la Russie, l'entente avec la Syrie d'Assad, pourtant l'ennemi affiché, le réchauffement des liens avec Israël et l'éloignement stratégique ou tactique, probablement pour mieux se rapprocher de l'Occident. Mes invités autour de cette table, Ariane Bonzon, bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez vécu une dizaine d'années en Turquie depuis 1996 et vous écrivez aujourd'hui dans slat.fr. Didier Billion, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, mais également coordinateur d'études à l'Institut du Bosphore. Guillaume Perrier sera avec nous par téléphone. Il est journaliste, comme vous le savez. Lui aussi a vécu en Turquie, à Istanbul, en Turquie globalement, on va dire, environ 8 années, je crois. Il est auteur du Fantôme arménien avec Laure Marchand. Donc, nous commencerons avec ce putsch. Le mois de juillet était très important pour la Turquie et pour les relations internationales. Que s'est-il passé, Didier Billion ? D'un seul coup, on a vu arriver ces militaires envahir le terrain. Erdogan n'était pas à Ankara ni à Istanbul, il était en vacances. Qui étaient ces militaires ? Et finalement, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui y avait derrière eux? Qui a organisé ce putsch? Non. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. La version officielle qui, depuis le 16 juillet, est répétée sans cesse par les autorités politiques turques, c'est que ce coup d'État a été organisé par les partisans de l'imam Gülen. Ces fameux gülenistes qui ont été des partenaires étroits du parti de M. Erdogan pendant plus d'une dizaine d'années et qui sont désormais qualifiés de terroristes, puisque la dénomination officielle, désormais constamment répétée, c'est Fetheux, c'est-à-dire organisation terroriste Fethullah. Et donc, au-delà de ces accusations, il n'y a pas, à ce jour, de preuves. Et quand on interroge les autorités politiques turques, ils nous expliquent que la justice suit son cours. Bien, alors déjà, il faudra apporter des éléments de preuve tangibles. En réalité, il semble que si certains membres ou sympathisants de la communauté Gülen aient bien eu des responsabilités dans l'organisation de ce coup d'État avorté, au passage, je signale quand même que c'était un coup d'État pour le moins mal préparé, ce qui prouve que les gülenistes, s'ils étaient effectivement présents au sein de l'armée, manquaient probablement de bases réelles, n'avaient pas suffisamment d'officiers susceptibles de relayer, d'organiser et de faire aboutir positivement de leur point de vue ce coup d'État. Et le chef d'ailleurs c'était juste un colonel. Absolument. Alors bon, ça c'est aussi des choses qu'il faut prendre avec précaution parce qu'on nous explique que des putschistes ont rapidement avoué leur forfaiture, sauf que quand on voit les photos des jours qui suivent le 15 juillet de ces responsables qui ont fait des aveux,
on voit qu'ils ont quand même été un peu abîmés, disons. On le voit sur les photos, c'est assez officiel. Bon, ceci étant, je pense qu'il y a eu aussi une conjonction d'intérêts mal organisée en réalité, avec probablement des officiers nationalistes, voire kémalistes, ou se réclamant du kémalisme, et qui voulaient en terminer avec le pouvoir de M. Erdogan. Donc il y a probablement, je ne parle pas d'alliance, mais une conjonction d'intérêts qui ont entraîné un certain nombre d'officiers à vouloir organiser ce coup, mais finalement, ce coup a été très mal organisé. Tant mieux du point de vue de mes principes, parce que moi je ne soutiens par définition jamais un coup d'État. Ce qui est terrible, mais je pense qu'on va en parler plus longuement ensuite, c'est les conséquences et la façon dont M. Erdogan, une fois de plus, a saisi une opportunité politique pour organiser ce que j'appelle moi un contre-coup d'État civil, car depuis lors, la situation en Turquie ne cesse de se dégrader du point de vue des libertés politiques individuelles et collectives fondamentales, et il y a une sorte de fuite en avant dont personne ne sait véritablement aujourd'hui comment et quand elle peut s'arrêter. Alors justement, Ariane Bonzon, est-ce que c'était un cadeau inespéré pour Erdogan, Alors juste sur le coup d'État, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce qu'il était mal organisé ? C'était les vieux schémas de coup d'État. C'est ça qui est un peu surprenant. On est dans un pays qui est habitué traditionnellement depuis les années 60, voilà. Visiblement, il a été avancé, c'est-à-dire qu'il était prévu pour le samedi matin tôt, et il a été avancé de quelques heures, ce qui peut aussi donner cette impression de préparation. Ce qui est sûr, c'est quand on parle avec des officiels, et je suis tout à fait d'accord, la ligne officielle, c'est de dire que ce sont les gulenistes. Mais moi, ça fait quand même une série d'officiels avec lesquels j'ai parlé, des diplomates, des ministres, aucun, je dis bien aucun, m'a dit que c'était les seuls gulenistes. Tous m'ont dit, il y a plusieurs groupes. Même par exemple, le président du Parlement, récemment, qui est venu à Paris. Tous m'a dit qu'il y a toujours plusieurs groupes, et il y a plusieurs groupes. Donc je crois que là-dessus, c'est mais ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que ce coup d'État était préparé, où il y a eu des alliances entre plusieurs fractions qui étaient intéressées par la chute d'Erdogan, mais que finalement, c'était pas quelque chose de solide, parce que c'était pas un groupe organisé, mais une alliance de circonstances, c'est ça ? Absolument. Une des hypothèses, mais on est encore dans les hypothèses, c'est qu'il y a eu des négociations au dernier moment, et qu'il y ait eu un groupe, si vous voulez, qui a quand même voulu faire le coup d'État, qui n'a pas réussi à remporter l'adhésion des autres. Mais attendez, dans un pays comme la Turquie, on négociait pour préparer un putsch sans que les autorités soient au courant de ces préparations, c'est quand même invraisemblable, quand même. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je suis absolument convaincue, et ça, je sais que ça a couru, que c'est un coup d'État organisé par Erdogan. Ça, non. C'est clair. C'est évident. Enfin, parce que c'était une des hypothèses. Les Britanniques ont sorti des informations comme quoi les autorités étaient au courant de la préparation, d'où la fuite d'Erdogan. Ça, c'est d'autres choses. Qu'il l'ait anticipé. D'abord, il faut savoir que Erdogan vivait depuis des années avec cette angoisse d'un coup d'État. Et lui, son cauchemar, c'est ce qui est arrivé à Morsi, quand même. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'il prend sa revanche. Aujourd'hui, il prend sa revanche sur Morsi. C'est pas pour rien que le soir du coup d'État, vous aviez beaucoup de gens qui faisaient le signe du rabbia. Là, on a gagné. Où Morsi a perdu, nous, on a gagné. Ça, c'est très important. Qu'il ait anticipé. Qu'il y ait eu des grandes négociations entre les services secrets, ça sans doute, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été avancé, qu'on a essayé de bloquer aussi. Il semble qu'il y ait eu des ordres qui sont partis dans les casernes, qui essayent de bloquer les mouvements de troupes, ça c'est possible, mais qu'il l'ait lui-même organisé, non. Ça, c'est quelque chose à laquelle... Oui, absolument d'accord. Et une des difficultés quand même, parce qu'on parle de coups d'État comme cela, alors il est vrai qu'en Turquie, il y a eu plusieurs coups d'État techniquement réussis. 1960, 71, 80, 97, donc ça fait une récurrence assez inquiétante. Et il est vrai que techniquement, la hiérarchie militaire les avait bien préparés. Je dis bien techniquement, politiquement ils étaient condamnables, mais techniquement c'était bien préparé. Mais c'est toujours infiniment compliqué, parce que par définition, vous l'admettrez, je ne suis pas un spécialiste de l'organisation de coups d'État, mais c'était dans la clandestinité la plus absolue. Donc on peut comprendre que, vu la configuration de l'armée turque, vu son système de sélection, et même si on admet qu'il y avait une infiltration d'officiers gulenistes, on peut l'admettre, je pense qu'il n'y en avait quand même pas des centaines, sinon le coup d'État aurait réussi, il faut comprendre que
au vu de cette difficulté liée à la structuration de l'armée turque, les gulenistes, même présents à l'intérieur, ou des gulenistes plus précisément, même présents à l'intérieur de l'armée, ne pouvaient évidemment, par définition, pas agir au grand jour, et donc c'est techniquement compliqué. Donc peut-être ce système d'alliance conjoncturelle ou de conjonction d'intérêts contre nature, en réalité, n'a pas permis d'aller jusqu'au bout et de remporter une victoire. Juste ce qu'on savait, c'est qu'avant le coup d'État, il y avait une grande division au sein de l'armée. En particulier dans le camp kémaliste, qui était extrêmement divisé. En particulier, les officiers de Baran en voulaient énormément de ne pas avoir été soutenus au moment de l'histoire erguénécole, où certains des mêmes, il y avait au niveau de l'état-major, au niveau des officiers. On peut dire que pendant ces 13-14 années de règne de l'AKP et d'Erdogan, Erdogan a bien réussi à mettre au pas l'armée dans son ensemble. La preuve que non, puisqu'il y a eu un coup d'État, vous voyez. Pas réussi. Voilà, c'est ça. Là, vous voyez, il avait pas complètement. Tout le monde disait ça y est, l'armée est à la botte de Erdogan. Non, ça. Il y avait des grandes divisions, et en particulier justement pour toute cette histoire ergenekon. Vous vous rappelez tous ces procès contre l'armée. Là, il y a eu beaucoup de divisions et de frictions au sein. Alors justement, on ne parle plus d'Ergenekon, alors que ce sont ceux qui ne voulaient pas d'Erdogan et finalement sont devenus les alliés d'Erdogan. Et Perinçek en est un de ces personnalités très contestables, qui finalement est aujourd'hui un allié devenu fidèle à Erdogan. Oui, mais c'est absolument. Mais au-delà de la personnalité sulfureuse de Perinçek, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'évidemment Erdogan s'est largement servi de la mise en œuvre des procès, notamment Ergenekon, par des magistrats gulenistes. Maintenant, on a aussi des éléments assez précis sur ce processus. Mais nous nous rappelons qu'à la fin de l'année 2013, la guerre a été déclarée entre Erdogan et les gulenistes, suite aux révélations de la fin du mois de décembre 2013. Et ce qui est intéressant, c'est révélation, disons-le, corruption, le fils d'Erdogan, Erdogan lui-même, ses ministres, des démissions. 4 ministres démissionnés, un nouveau gouvernement mis en œuvre, et puis, depuis cette fin décembre 2013, des purges qui avaient d'ores et déjà commencé au sein de la magistrature et au sein de la police, principalement à l'époque. Donc vous dites, c'est ça la raison de cet éloignement? Attendez, ce que je veux dire, c'est que l'armée qui n'a pas été mise au pas, je pense que c'est exagéré. Monsieur Erdogan a compris que comme il ouvrait un front contre les gulenistes, et que là c'était une partie très sérieuse, eh bien il fallait se rapprocher à nouveau de l'armée. Et il y a eu un certain nombre de signaux, pour le moins, de déclarations de monsieur Erdogan, en expliquant que véritablement l'armée turque avait subi des injustices à cause des gulenistes. Et donc il y avait une sorte de manœuvre de séduction de M. Erdogan depuis maintenant près de 3 ans pour reconquérir la fidélité de l'armée ou les bonnes grâces de l'armée. Alors je pense que les officiers, au moins les officiers supérieurs, n'étaient pas tout à fait dupes. Mais ça permettait à l'institution militaire de revenir dans le jeu. Et ce que confirme Ariane, c'est qu'effectivement il y avait de profondes divisions. C'est-à-dire comment l'institution militaire, très ébranlée, pouvait négocier à l'égard du pouvoir pour revenir dans le jeu. Ça, c'était une grande difficulté. Évidemment, il n'y avait pas unanimité des points de vue. Se surajoutent à cela les manœuvres des gulenistes au sein de l'armée. Vous admettrez que celle-ci était prise dans une sorte de turbulence à répétition qu'elle n'a pas l'habitude de maîtriser. Par définition, une institution militaire, c'est hiérarchisé. Et quand des crises ou des divergences se cristallise en son sein, ça désarçonne l'ensemble de l'institution. Alors expliquez-nous qui est Fethullah Gülen, que veut-il pour la Turquie en Turquie, quels sont ses liens avec les différents responsables, forces politiques, on va dire, aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais en réalité, c'est un personnage qui vit hors la Turquie, il est en Pennsylvanie, aux États-Unis. Qui c'est ce personnage ? Il s'est self-exilé en 1997. Je me souviens que moi je l'ai vu en 1996 à Istanbul. Par hasard, j'avais reçu une invitation pour une sorte de meeting, et j'ai vu un petit monsieur assis sur un fauteuil sur une grande scène, la salle remplie d'hommes, essentiellement des hommes, et qui écoutaient absolument avidement ses paroles, qui lui murmuraient des choses, et voilà, c'est tout. Et évidemment, je ne savais absolument pas ce que c'était. Il est parti donc en 97 après ce qu'on a un autre coup d'État, mais qu'on a appelé, vous savez, un coup d'État postmoderne, qui a
conduit au départ de Erbakan, Premier ministre Erbakan à ce moment-là, qui était aussi Fazilet, qui était le mentor d'Erdogan. Et il est allé s'installer aux États-Unis. Alors, il a, si vous voulez, c'est vrai qu'il a un royaume, quoi. Enfin, il a un empire même à travers des dizaines de pays. L'idée, si vous voulez, que ces fidèles transmettent, c'est nous, les écoles pour nous sont plus importantes que pour les mosquées. Alors effectivement, il a créé des écoles. C'est un imam. Alors c'est un imam originaire d'Izmir, je crois, qui est donc plutôt soufi, plutôt, vous voyez, il est passé. Alors ce qui est intéressant, c'est que certains des imams de Gülen sont quand même payés par le ministère des Affaires religieuses en Turquie. Comme vous savez, la laïcité à la Turque, c'est quand même de contrôler les imams. De contrôler les imams, financer pour de les contrôler. Financer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont participé. Mais lui, il mettait surtout l'accent sur l'école et puis sur une espèce de capitalisme à la protestante. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est-à-dire que on est redevable de ce qu'on fait sur Terre, on le fait pour gagner notre paradis. Et si vous voulez, ils ont pas mal comme ça investi dans les entreprises en Turquie. D'ailleurs, on voit aujourd'hui dans les banques énormément sur tous les cours de préparation aux examens, qui leur vaut d'ailleurs maintenant d'être accusés, et sans doute à tort, on m'a raconté des histoires où effectivement il semble qu'ils aient donné les résultats d'un certain nombre d'examens, en particulier dans la diplomatie. Donc voilà, en Turquie, il y a ce réseau. Et alors, l'idée, c'était, il faut que on occupe, si vous voulez, des postes importants dans l'administration. Alors, il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire que c'était quand même très verrouillé, l'administration, par les kémalistes, autrefois. Mais les affaires étrangères, par exemple, c'était très difficile pour quelqu'un qui était religieux, d'avoir un poste dans la diplomatie. Et eux, ils ont eu, grâce à ce mouvement Gülen, beaucoup de ces fidèles ont pu avoir des carrières à l'étranger. J'ai rencontré beaucoup de ces fidèles de Gülen à l'étranger, qui étaient professeurs dans des écoles, par exemple au Sénégal. Je me souviens extrêmement bien d'avoir vu une série de jeunes femmes, de jeunes hommes qui venaient vraiment de l'analyse profonde et qui en étaient à leur 3e ou 4e pays, 3e, 4e école à l'étranger. Et pour eux, ça avait été une possibilité de voyager. Donc voilà ce que ça représentait. Alors c'est le politiquement. Côté positif, si vous voulez, la belle façade. Le côté plus négatif, c'est qu'il semblerait effectivement qu'il y a un noyau dur qui a plus qu'infiltré, si vous voulez, les réseaux de l'administration, mais eu un rôle d'allié avec Erdogan dans la justice et dans la police, jusqu'à ce que Erdogan n'en ait plus besoin. Alors justement, pourquoi cette séparation, Didier Billon? Vous avez parlé de cette année 2013, décembre 2013, ces affaires. Mais est-ce que c'est suffisant pour créer ce schisme? Il faut bien comprendre, comme le précisait Ariane, il y a une sorte d'asymétrie dans les relations entre le courant politico-religieux qu'incarne M. Erdogan et celui qu'incarne M. Gülen. Tout d'abord, dans la forme, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, c'est un parti politique qui concourt aux compétitions électorales et qui gagne d'ailleurs systématiquement ces compétitions électorales depuis maintenant 13 ans. Bien. Alors que le mouvement Gülen, pour sa part, est toujours resté, je ne dis pas secret, mais discret, selon une vieille terminologie qui, ordinairement, s'applique aux francs-maçons. Alors moi, je ne veux pas faire de comparaison avec les francs-maçons, parce que ce sont des trajectoires, des histoires et des projets bien évidemment différents. Mais déjà, il y a une asymétrie dans la façon de s'insérer dans la société. D'un côté, le combat politique, les élections, etc. Et de l'autre, le réseautage, l'infiltration, toujours dans la grande discrétion. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, avoir rencontré des gulénistes il y a quelques années à Paris. On avait discuté, je leur avais dit, mais votre grand défaut, et ça vous coûtera un jour cher, c'est de rester dans l'ombre, parce que rester dans l'ombre, ça alimente des fantasmes. C'était prémonitoire, je n'avais pas pourtant de boule de cristal, mais ça, moi, dans la vie politique, ceux qui ne veulent pas apparaître au grand jour, je m'en méfie toujours un petit peu. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on dit souvent que c'est une confrérie. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Je vais vous faire comprendre pourquoi je vais essayer. C'est que les confréries, les réseaux confrériques religieux en Turquie ont une très longue histoire, sur des siècles. Et en fait, ces confréries existent toujours. Elles ont été mises en veilleuse pendant la grande période du kémalisme. Et puis, en fait, depuis les années 60, elles ont ressurgi sous des formes ad hoc. Mais ces confréries, elles se situent toujours par rapport au passé. L'Empire ottoman, sa gloire, etc. Alors que Gülen, son projet, il est tourné vers l'avenir. Bien sûr,
l'éducation, la formation, ça revient comme un leitmotiv quand on lit ses textes et ses livres, et il en a commis de nombreux. Pour arriver à influencer la société, il faut infiltrer les rouages de l'appareil d'État, mais dans l'ombre toujours. Pourquoi à un moment donné, avec Erdogan, ça clash ? C'est de la politique, principalement. C'est que quand l'AKP est arrivé au pouvoir, ce parti n'avait qu'1 an d'existence, c'était en 2002. Donc il y avait un manque cruel de cadres. Or les gulenistes, parce que ce sont des hommes souvent formés politiquement, ont servi de cadres pour que l'AKP puisse se renforcer au sein de l'appareil d'État. Donc ils ont marché main dans la main pendant une dizaine d'années. Sauf qu'à un moment donné, les ambitions respectives se sont affinées, sont accrues. Oui. Et Gülen a voulu voler de ses propres ailes. Je ne pense pas qu'il y ait une fondamentale divergence de projet de société. Il n'empêche que sur un certain nombre de dossiers, dès 2010, moi c'est en 2010, absolument, personnellement, où j'ai vu pour la première fois publiquement une divergence, c'était à propos, rappelez-vous, du Mavi Marmara, c'est-à-dire cette flottille de la liberté, dite ainsi, qui se dirigeait vers Gaza, qui avait été attaquée par les commandos israéliens. Brutalement, ça s'était soldé par 10 morts, turcs, ressortissants turcs, et publiquement, les réseaux gulenistes avaient critiqué cet aspect aventuriste de cette flottille de la liberté. Je m'étais interrogé à l'époque, je n'en avais pas compris tous les fondements. Je pense par ailleurs que probablement il y a aussi des divergences financières éventuellement. La Turquie, pendant de nombreuses années, a connu une économie florissante. C'est plus tout à fait le cas désormais, malheureusement pour les citoyens turcs. Et je pense que là aussi, ça aiguise les convoitises. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses, même s'il n'est probablement pas essentiel. Mais on voit quand même que depuis le 15 juillet, je m'arrête là, il y a des purges aussi dans le milieu des affaires. On va y revenir. Juste deux choses complémentaires. Oui, 2010, c'est à ce moment-là, au moment du Mavi Marmara. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des relations entre le mouvement Gülen et Israël. Le mouvement Gülen essayait d'ouvrir des écoles auprès des Arabes israéliens. Israël a toujours dit niet, mais il y avait des vraies relations. Quelques cadres du mouvement se sont formés à l'université à Jérusalem. Et ils avaient sur Israël une position pas du tout d'affrontement comme l'avait à l'époque Erdogan. Ça, c'est un premier élément. En 2012, il y a eu aussi l'affaire des services secrets, c'est-à-dire que c'était un bastion dans lequel ils n'avaient pas pu pénétrer. Autant ils avaient les services d'intelligence de la gendarmerie. Il y avait une présence... D'ailleurs, on dit que les putschistes n'avaient aucun soutien dans les services de renseignement, d'où aussi la faiblesse de Donc là, il y a eu un clash à ce moment-là. Hakan Fidan étant... Il faut savoir que le mouvement Gülen est très anti-Iran et très anti-PKK. Quand aujourd'hui, le discours officiel fait du PKK et du mouvement Gülen des alliés objectifs ou même des alliés, c'est complètement extravagant. Alors on a l'impression aussi qu'en Turquie, avec Erdogan particulièrement, il y a un problème d'ego. C'est-à-dire qu'il veut marquer l'histoire. Quand on voit son palais, il se voit insultant, comme on le dit souvent. Donc il veut peut-être avoir une mainmise totale sur le pouvoir et sur l'avenir, décider, avoir le dernier mot sur les orientations politiques, sociétales, et comme on est dans les deux cas dans un élan religieux, finalement on vient de la même école à peu près, j'entends antikémaliste et plutôt religieuse dans ce sens-là, et c'est là qu'il y a une concurrence pour l'avenir. Donc c'est peut-être une raison pour Erdogan d'effacer complètement l'influence Gülen et le personnage de Gülen. Probablement. Vous savez, il y a une fameuse expression, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Évidemment, dans le cas de Erdogan, cela s'applique. Que cet homme qui a... Alors, je ne suis pas psychologue pour ma part, donc je n'ai pas les compétences requises pour analyser profondément ces ressorts de fonctionnement psychologique. Ceci étant, moi, ce qui m'importe, c'est en tant que politologue, c'est que cet homme qui va de victoire en victoire au niveau électoral, qui s'est appuyé pendant une dizaine d'années sur des résultats économiques, il est vrai, très, très positifs, qui avait su à un moment développer une politique extérieure qu'on appelait à 360 degrés. Donc tout cela, c'était des succès incontestables, il faut le reconnaître, et que par ailleurs, il n'y avait pas un parti d'opposition susceptible de fournir une alternative, susceptible de véritablement s'opposer à lui. Eh bien, pardonnez-moi l'expression, il a pris la grosse tête, mais ça, on connaît ça sous d'autres cieux. Je ne donnerai pas de nom, mais on connaît ça aussi en France. Et donc, il y a cette volonté, parce que c'est sa propre histoire, sa propre formation politique, c'est
d'une part, toujours se projeter sur la gloire de ce qu'a été le pays à l'époque de l'Empire ottoman. Ça, c'est récurrent. Ce qui ne signifie pas qu'évidemment, il veuille reconstruire un empire ottoman. En ce sens, pour ma part, je n'utilise jamais le terme de sultan parce que c'est totalement anachronique. Et que par ailleurs, il a sûrement une obsession, mais politique, je ne sais pas si elle a d'autres ressorts, c'est de marquer l'histoire du pays de façon à passer à une nouvelle phase, à créer de nouveaux paradigmes identitaires et donc à gommer ce qu'a fait le kémalisme. Ça, c'est clair. Alors, on doit juste dire quand même que selon les ministères de l'économie et des finances de Turquie, ce putsch a coûté 90 milliards de dollars à la Turquie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la Turquie ne se trouve pas dans une situation économique, financière facile depuis quelques années, hein, et donc même les agences de notation ont passé la Turquie de BB+ à BB, donc c'est quand même une crise financière et économique qui surgit suite à cela. Mais parlons de tous les aspects de l'après-putsch et où on en est aujourd'hui, Ryan Bonzon, avec les inculpations, les arrestations, et on ne parle pas que des gulenistes là. En vous écoutant, je pensais justement à ce qui est arrivé après 1915. On est dans un processus qui n'est pas si éloigné pour ce qui est de la captation des biens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'hôpitaux, de cliniques, d'entreprises, d'écoles qui ont été donc, les gulenistes ont été dépossédés, qui sont entrés dans l'escarcelle de l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il va en faire ? Déjà, il commence à redistribuer à certains hommes proches du pouvoir. Hein. On est là dans quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à ce qui s'est passé et qui est dans la tradition. Et ça me fait penser à quelque chose. Enfin, donc ça mais ça me fait beaucoup penser dans l'analyse de M. Erdogan. Il y a au fond deux écoles actuellement. Il y a ceux qui disent ce qui se passe aujourd'hui, ça s'inscrit dans une continuité, dans un plan décidé par le président Erdogan dès qu'il a été élu. On est où il veut, c'est-à-dire qu'il veut faire une reconstruction de la société, il veut redéfinir, si vous voulez, dans un sens plus islamo-nationaliste, on va dire, la société turque. Et puis il y a ceux qui disent non, c'était un réformiste authentique, et puis il y a eu la guerre en Syrie, et avec 2011, tout son projet s'est effondré, et c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de dérive autoritaire. Voilà un peu les deux courants d'analyse, hein, parce qu'on parlait du post-push. Il y a ceux qui disent il y a une rupture avec le push et en fait, surtout la guerre de 2011, puis avec le push, et vraiment là, c'est une autre logique que celle qui était au début du mandat. Voilà, ce sont les deux écoles. Moi, je ne sais pas très bien sur laquelle on peut vous placer, mais voilà, ce sont les deux écoles. C'est vrai, il faut le reconnaître, il faut le dire, avec l'AKP, il y a eu une ouverture, même sur la question du génocide, même si l'article 301 ou 305 est toujours là. 301, mais de toute façon, même aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de génocide arménien en Turquie, mais on ne sait pas si demain ils pourront continuer à en parler. En tout cas, il y a eu cette ouverture qui a permis tous ces espoirs. Mais aujourd'hui, êtes-vous d'accord que cette page est en train de se fermer ? Bien sûr. Je pense pas que ça soit exactement la guerre en Syrie qui soit le facteur déclencheur. Ça a été un facteur accélérateur. Mais sur la date, nous sommes d'accord, c'est 2010-2011 où là, il y a véritablement un tournant. C'est-à-dire que la phase d'ouverture qui avait été suscitée par Erdogan et ses équipes, incontestablement, depuis lors est fermée. Et qu'on constate depuis 2010-2011, alors accéléré par la crise en Syrie, accéléré par ce qu'on a appelé à tort les printemps arabes, mais en tout cas ce mouvement de contestation dans le monde arabe dont M. Erdogan pensait qu'il pouvait apparaître comme le leader charismatique et naturel, ce qui est évidemment un échec absolu. Pour ma part, je n'ai jamais pensé que la Turquie pouvait jouer ce rôle dans le Moyen-Orient arabe pour une série de raisons. En tout cas, ces facteurs à la fois intérieurs et extérieurs se sont conjugués et ont amené, je pense même que c'est pas une dérive liberticide, c'est une stratégie liberticide. Il faut en parler en ces termes, car maintenant c'est de façon méthodique. On a évoqué tout à l'heure une sorte de fuite en avant, je crois que c'est le bon terme. Donc il n'y a plus maintenant d'espace d'expression autonome au sein de la société turque, ou quasiment plus, et que au-delà, ce que vous disiez des gulenistes après le putsch du 15 juillet, c'est désormais tous ceux qui ont une voix dissonante, plus seulement les gulenistes. Et l'actualité brûlante montre que désormais, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais ce sont les groupes
kurdistes, je vais dire ainsi, qui sont dans le collimateur. Mais là aussi, c'est une accélération. On sait que les députés du HDP qui ont été arrêtés hier matin, c'est gravissime, parce que là, ce sont des élus, ce sont des parlementaires, c'est un parti légal, donc on se demande où M. Erdogan va s'arrêter, mais je rappelle quand même pour mémoire qu'il y avait déjà eu la levée de l'immunité parlementaire au mois de mai, donc bien avant le putsch. Absolument. Mais c'était une préparation, ça indique quand même la voie. C'est ça, c'est pour ça que je parle de stratégie liberticide. Alors, levée immunitaire sur 50 députés, et la position officielle, je la fais quand même connaître, du gouvernement turc, qui dit on a arrêté ces députés-là parce qu'ils ne voulaient justement pas témoigner, alors que leur immunité parlementaire a été levée, ils ne voulaient pas témoigner sur les liens supposés ou pas avec le PKK. Et il est vrai qu'il y a eu une sorte de résistance de la part des députés qui ont été arrêtés, du Parti démocratique des peuples, qui a dit nous on veut pas travailler avec cette justice là. Voilà. Ça. Alors ça c'est et puis alors il y a une autre chose très importante qu'a dit Didier, c'est que effectivement un certain nombre de maires ont été virés de leur poste, mais ils n'ont pas été remplacés par d'autres cadres du HDP. L'État surtout les deux maires qui ont été aussi, si je me trompe pas, inculpés, 2 maires de Diyarbakir. Oui, mais ailleurs ils ont été remplacés par des administrateurs. Oui. Et ça c'est énorme. C'est-à-dire que 24 maires remplacés par des administrateurs, c'est-à-dire des préfets, des gens qui n'ont rien à voir avec le HDP et tout à voir avec l'État. Et on ne sait même pas, d'autres... Alors, nous sommes en ligne avec Guillaume Perrier qui est au téléphone avec nous. La régie, s'il vous plaît, pour nous transmettre Guillaume Perrier. Liana, Guillaume Perrier, s'il vous plaît. Donc, Guillaume Perrier, bonjour. Vous préparez aussi un documentaire que vous venez de terminer, l'ivresse du pouvoir, Erdogan, l'ivresse du pouvoir. On est plein dans le sujet. Alors, comment vous avez tracé cette transformation du personnage pour parler aussi de la transformation du pays avec ce personnage? Oui, alors j'ai pas entendu toute la conversation que vous aviez juste avant qui tournait autour de la date à laquelle Erdogan a commencé à tourner kazakh sur la démocratie. Moi, en interrogeant un petit peu à la fois ses adversaires politiques et puis les gens qui ont travaillé avec lui pendant toutes ces années, je me suis aperçu que le tournant datait finalement d'assez longtemps. Moi, je pense plutôt que le tournant antidémocratique d'Erdogan date de 2007-2008, c'est-à-dire dès le moment où il parvient à se faire réélire triomphalement. D'abord, en 2007, les élections législatives sont remportées par l'AKP avec 47%. Il parvient à imposer Abdullah Gül à la présidence de la République, ce qui n'était pas une mince affaire, puisque souvenez-vous à l'époque les manifestations pro-laïques gigantesques qui étaient organisées dans les grandes villes turques. Et puis, à partir du moment où les militaires, justement, sont obligés de rentrer dans le rang, n'ont plus leur voix au chapitre et ne dictent plus qui doit occuper tel poste, à partir du moment où Erdogan a eu les coups des franches sur cette question, et effectivement, il s'est senti beaucoup plus légitime pour imposer la ligne politique qu'il avait en tête. Et donc, mais jusque-là, on va dire que ce que vous venez de décrire, c'était une mécanique de prise de pouvoir. Les différents espaces du pouvoir ont été occupés par Erdogan et ses amis. Mais le pire est venu après. Le premier mandat de son pouvoir, finalement, a été marqué par une forme de cohabitation avec les militaires, puisque les militaires tenaient toujours un certain nombre d'institutions clés. Et c'est vrai qu'à partir de la deuxième élection, à partir de 2007, les militaires ont été écartés de ces institutions, la présidence de la République, et puis progressivement les grandes cours de justice. Et à partir de 2008, on voit avec le procès Ergenekon le début d'une forme de revanche, le début d'une forme de règlement de compte politique à travers la justice entre Erdogan et les militaires. Et c'est à partir de ce moment-là déjà que le pouvoir turc quitte le chemin de la démocratie, puisqu'on s'aperçoit très vite que ces procès sont largement sujets à caution. Alors Guillaume Perrier, parlons de quelque chose de très important qui s'est produit il y a 24 heures ou un peu plus, c'est l'arrestation des dirigeants du HDP, de députés du HDP. Vous avez été sur le terrain aussi, pour aller dans l'est de la Turquie, dans ces régions
Probablement jusqu'à maintenant plus personne ne peut entrer parce qu'il y a quand même des villages ou des petites villes où on ne sait pas ce qui se passe, en tout cas ce qui se passait pendant ces durs bombardements de l'hiver dernier. Qu'en est-il de la situation de ces députés? Que peut-on dire de ce qui peut arriver à l'HDP? Est-ce que c'est un parti qui, malgré ses à peu près une soixantaine de députés, demain il pourrait être voué à la fermeture totale parce que c'est un parti qui travaille avec les terroristes? Et les terroristes aujourd'hui, c'est à la fois le PKK et Gülen. Il y a deux orientations terroristes dans ce pays aujourd'hui. Que peut-on dire? Oui, Daesh et d'autres, mais voilà, le terrorisme est toujours à géométrie variable en Turquie, ça c'est certain. Daesh, c'est des terroristes quand on veut en Turquie. Oui, mais le PKK aussi, c'est des terroristes quand on veut. C'est-à-dire que quand le gouvernement a intérêt à négocier avec le PKK et à lancer des pourparlers à Oslo, c'est le chef des services secrets lui-même qui négocie avec le PKK. Donc aujourd'hui, je dirais, dans une configuration telle qu'elle est aujourd'hui, le chef des services secrets devrait être convoqué par la justice pour lien avec un groupe terroriste, voire même le président de la République lui-même. Donc on voit bien que les faits de terrorisme sont des accusations politiques et sont interprétés de manière géométrie variable, encore une fois. C'est-à-dire que le PKK est considéré un jour comme un mouvement politique quasiment légitimé, avec lequel il faut négocier, et puis quelques mois plus tard est considéré comme le mal absolu, et il faut arrêter toute personne qui a été en contact avec lui. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le terrain de la justice, là. Alors justement, on parle de ces arrestations, des responsables du HDP. Alors directement, ça n'a rien à voir avec le putsch, mais c'est une conséquence du putsch aujourd'hui. On nettoie tout le monde, tous les opposants. Quel est l'avenir de ce parti selon vous en Turquie? À moyen terme, c'est difficile à dire, mais enfin, on voit qu'effectivement le putsch a permis à donner les armes à Erdogan pour accélérer la répression contre toutes les oppositions. Vous le disiez, les gulenistes, mais aussi les Kurdes, et puis on voit avec Cumhuriyet que d'autres oppositions sont elles aussi visées. Mais surtout, on voit qu'Erdogan a aujourd'hui les moyens de régler ses comptes avec tout le monde, en fait. L'état d'urgence lui donne à peu près tous les pouvoirs nécessaires, et donc aujourd'hui, il règle ses comptes. Alors, avec les Kurdes en l'occurrence, il est en train de régler ses comptes de 2014 et 2015, pendant cette période électorale où Demirtas et les députés du HDP se sont opposés assez fortement à Erdogan et à la présidentialisation du régime. On se souvient que la campagne de 2015 s'est faite sur ce slogan: nous ne te ferons pas président, disait Demirtas, et quelque part il a échoué. Alors il a d'abord quand même connu un certain succès, mais Erdogan a réussi à rafler cette présidence, et aujourd'hui il se venge. Alors comment? En mettant en prison d'abord tous les élus qui ont soutenu de près ou de loin l'insurrection des Kurdes dans les villes, cette révolte des barricades, avec cette déclaration d'autonomie de certaines villes kurdes qui a été prononcée l'année dernière. On s'aperçoit aujourd'hui que tous les maires qui sont mis en prison sont les maires de ces villes, et c'est les maires qui ont soutenu cette révolte et les barricades. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une volonté vraiment de casser le mouvement kurde qui s'était installé dans les villes de l'Est l'année dernière. Alors, Ariane Bonzon, cette répression politique est l'aboutissement de ce processus. Ariane Bonzon, justement, Demirtas, enfin le HDP d'une manière très claire, s'est opposé à marquer des points à la première élection, parce qu'il y a eu une deuxième élection où le HDP a fait un recul dans 80 députés en juin et 59 en novembre. Alors malgré tout, le HDP est là, et Erdogan qui veut mettre en place un système présidentiel très fort. Beaucoup sont opposés à cette volonté, mais il a su, avec cette deuxième élection justement, de créer le climat nécessaire pour lui pour faire aboutir son projet. Est-ce qu'on peut dire déjà que le régime présidentiel est instauré en Turquie? Bon, on est en état d'urgence, c'est-à-dire qu'actuellement, il règne grâce au décret loi. C'est ça l'état d'urgence. C'est la grande différence entre l'état d'urgence français et l'état d'urgence en Turquie, c'est le décret loi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Le Parlement doit donner son accord, mais sinon le reste, il peut faire. Et quand vous regardez la liste des décrets-lois, vous vous rendez compte qu'effectivement l'objectif de Erdogan n'est pas seulement de lutter contre les putschistes, c'est vraiment de faire, comme l'a dit Didier Billon, un contre-coup d'état civil. Par exemple, je prends un exemple. Il y a eu un décret-loi qui autorise les policières à se voiler. Pourquoi ? Parce que les images, les photos de ces policières non voilées qui arrêtent par dizaines des femmes voilées qui sont souvent des femmes proches du mouvement Gülen, c'est terrible pour l'image et pour la propagande et pour la communication du président Erdogan. Donc on va les autoriser à se voiler, vous voyez ? Et donc ça n'a absolument rien à voir avec avec une sorte de réaction, de contrôle des putschistes. Vous voyez, bon. Donc c'est ça la grande différence. Alors autre décret-loi, je sais plus les derniers décrets-lois, mais ce sont vraiment des décrets-lois qui n'ont absolument pas de sens par rapport à la chasse, à la punition, à la chasse aux putschistes. Alors, une fois que l'état d'urgence est arrêté, parce que ça ne peut pas durer éternellement, est-ce que on peut dire que la pratique politique instaurée durant cet état d'urgence, cette période-là, fera en sorte que Erdogan continuera quand même dans cet élan? Est-ce que aujourd'hui il a des opposants? Le Parlement, on peut dire qu'il peut tout faire avec ce Parlement aujourd'hui, parce qu'il y a quelques voix qu'il peut très facilement s'accaparer ou acheter, entre guillemets. Qui peut arrêter Erdogan à partir de maintenant, Didier Billon? Je n'ai pas la réponse, malheureusement, parce que là, on ne voit pas où cela peut s'arrêter. L'opposition ou les oppositions sont dans des conditions extrêmement difficiles de combat politique. Ça, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Et surtout, ce que l'on constate, notamment depuis le 15 juillet, mais le 15 juillet était une sorte de facteur accélérateur, et c'est là, pour moi, le plus préoccupant, c'est que nous assistons à une sorte de reformatage de l'appareil d'État, dont la présidentialisation par une modification constitutionnelle n'est que l'écume des choses en réalité. Ce que rappelait Ariane précédemment sur ces maires qui ont été élus, évidemment élus démocratiquement, qui ont été virés du jour au lendemain et remplacés non pas par d'autres politiques, mais par des gestionnaires, des administrateurs, des préfets, etc., montre qu'il y a une volonté sur cet aspect des choses de reformater totalement l'appareil d'État. Après le 15 juillet, 27% de la magistrature a été limogée, 27%. Un magistrat, ça se forme en plusieurs années. Si d'autres sont nommés très rapidement, avec quelle formation, sur quels critères? On a vu d'ailleurs ces derniers jours qu'il y a eu une nomination, non pas de magistrats, mais d'autres membres de la fonction publique, mais sur des critères politiques. Donc tout cela accumulé montre qu'il y a la volonté de Erdogan de reformater le pouvoir. Avec présidentialisation ou pas, de facto, d'ores et déjà, c'est la volonté de Erdogan qui s'applique partout. Jusqu'où peut-il aller? Bon, je crains fort que le HDP puisse être interdit dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir. Rappelons quand même pour mémoire que le HDP, c'est le 8e avatar des organisations kurdistes. Donc il y a déjà eu, au cours des années précédentes, les interdictions successives de ces partis kurdistes, qui se sont reconstitués sous d'autres noms, etc. La différence, c'est que là, ce parti a 59 députés encore à ce jour. Et puis, par ailleurs, vu la conjoncture actuelle, moi, je crois qu'il ne faut pas exclure le fait que le dernier parti d'opposition au sein du Parlement, on va le dire ainsi, c'est-à-dire le Parti républicain du peuple, le parti kémaliste, lui aussi, puisse être soumis à des actes répressifs, puisse être soumis à la pression du pouvoir. Ce n'est pas du tout à exclure. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Mais on a bien vu que juste après le 15 juillet, le Parti républicain du peuple avait fait, non pas allégeance, mais avait accepté de jouer l'union sacrée contre le putsch, que début août, monsieur Kılıçdaroğlu, le secrétaire général de ce parti, avait participé à ce gigantesque rassemblement à Yenikapi, c'était le 9 août, le 6 août, pardon, le 6 août, le 6 août. Et que depuis lors, on sent qu'il a compris où était le piège et qu'il cherche à se démarquer, mais dans des conditions très difficiles. Guillaume Perrier évoquait le cas de Cumhuriyet.
accusé de complaisance, voire de complicité avec les gulenistes et avec avec le PKK. Alors quand on connaît la trajectoire de Cumhuriyet, journal kémaliste assumé, évidemment tout les sépare à la fois des courants gulenistes et par ailleurs du PKK. Alors justement, Guillaume Perrier, qui reste-t-il dans l'arène politique face à Erdogan? Si demain l'HDP est effacé, on va pas dire qu'il est effacé de l'existence parce qu'il y a tous ces militants très acharnés contre le régime d'Erdogan et très mobilisés, il faut le dire, ils sont très mobilisés ces militants, les députés. Hier, Garo Paylan le disait, qu'on soit en prison ou à l'extérieur, la lutte continuera et tout le monde sait qu'il est menacé, mais finalement, une fois le HDP, on va dire, entre guillemets, enterré, que reste-t-il et qui reste-t-il d'opposants en Turquie? Je crois pas qu'il reste beaucoup d'opposition aujourd'hui. Même qualifier Kemal Kılıçdaroğlu et le CHP d'opposition est un peu aventureux aujourd'hui pour les raisons que Didier Pillon rappelait. Il a, de mon point de vue, fait quasiment allégeance au pouvoir d'Erdogan avec ce meeting du 7 août, avec d'abord en votant sur l'immunité parlementaire des députés. Donc le CHP est le parti grâce auquel on peut aujourd'hui légalement quasiment mettre les députés kurdes en prison. Donc il y a une coopération totale avec Erdogan sur cette question-là, pour des raisons historiques qu'on connaît. C'est-à-dire qu'effectivement le parti kémaliste est au moins aussi anti-kurde que le parti actuellement au pouvoir. Donc il y a une convergence de vues sur ces questions-là, et il est vrai qu'Erdogan, il faut aussi quand même souligner ça, c'est que sur le plan de la stratégie politique, c'est un maître tacticien. Il arrive absolument à chaque fois à amener ses adversaires là où il veut les amener, et finalement dans une impasse. Donc aujourd'hui, on a Erdogan qui est seul au pouvoir, qui a fait le vide autour de lui. Il a utilisé les gulenistes contre les militaires, puis les militaires contre les gulenistes, et donc aujourd'hui, on voit qu'il se repose principalement sur le pouvoir des milieux ultranationalistes, ces petites milices de quartier qui forment aujourd'hui le cœur de ces hommes, de sa force sur le terrain. Il s'appuie sur les anciens réseaux de Doğu Perinçek, ce qu'on appelait les Ergenekonju il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui sont de plus en plus influents au sein des services de sécurité. Et puis sans doute que d'ici, quand il aura plus besoin de ces réseaux-là, il changera à nouveau d'orientation et qu'il s'appuiera de nouveau sur une autre force, un autre courant qu'il pourra utiliser à ce moment-là. En fait, on voit que Erdogan essore une à une toutes les forces politiques, les aspire, les utilise, et puis ensuite les réprime jusqu'à les vider de toute existence. Donc effectivement, on a aujourd'hui un palais qui est entouré d'une steppe aride, et c'est le paysage malheureusement de la politique turque. Et au fond, d'une certaine manière, la vie politique turque se résume à une sorte de dialogue entre le président Erdogan et la foule. Oui, parce sur la peine de mort, par exemple. On va y revenir parce que c'est important aussi dans les relations Turquie-Union européenne, mais juste une remarque, Abdullah Gül, Davutoglu, aujourd'hui, ces personnages clés quand même du système AKP, Davutoglu, la politique étrangère et sa vision zéro de problème avec les voisins, finalement, tout a échoué et Erdogan seul conduit l'AKP vers un avenir, on ne sait pas jusqu'où il peut y aller, mais en tout cas un avenir pour la Turquie, mais autour de lui, qui sont ses fidèles aujourd'hui? Il a quand même un petit cercle, il n'est pas complètement seul, mais c'est vrai que les traditionnels, les historiques, il les a marginalisés. Ça c'est. Cela dit, l'AKP n'a pas officiellement éclaté. Bon, il y a des dissensions, il y a des types qui ont été poussés de côté, puis il y a eu des arrestations aussi. Alors d'où ma question, est-ce qu'il peut y avoir... 71 fondateurs de l'AKP en 2001, il n'en reste aucun aujourd'hui aux côtés d'Erdogan. Donc ça c'est quand même particulièrement frappant. On voit qu'il a, alors effectivement, il a renouvelé les cadres au fur et à mesure, mais pour leur donner une existence politique moindre aussi. C'est-à-dire que dès que quelqu'un commençait à prendre un peu trop de pouvoir, un peu trop d'importance au sein de l'appareil du parti, il a immédiatement été remercié avec perte et fracas, et ça a été le cas de Davutoglu. Donc Abdullah Gül aujourd'hui n'a plus d'existence politique, et la liste est
extrêmement longue comme ça. Donc effectivement, autour de lui, il a principalement ses compagnons de route du début, c'est-à-dire ceux de l'époque de la mairie d'Istanbul, ceux de l'époque de Kassim Pacha, c'est-à-dire les militants du REFA, les militants islamistes qui étaient ses compagnons d'il y a 20 ans. Et j'ajouterais les gendres, qui tiennent un rôle très important, en particulier Selçuk Bayraktar, qui est le nouveau gendre, qui a épousé Soumeyye, la cadette des filles. Qui est ministre, c'est celui qui est ministre aussi. Il y en a un qui est ministre. Alors, il est dans ministre, le gouvernement. et il y en a deux. Enfin, il y a un autre qui est ministre, mais lui surtout, il est industriel dans l'armement. Et on va sans doute parler du conflit avec le PKK. Actuellement, c'est lui qui équipe, c'est son entreprise Bayraktar, enfin celle de son père, qui équipe l'armée turque de drones. Et qui fait passer la guerre contre le PKK à un nouveau stade. C'est-à-dire que maintenant, on utilise des drones qui sont assez efficaces, qui ont 24 heures d'autonomie et qui peuvent tuer un certain nombre de militants. Je crois qu'en 2 mois, il y en a eu plus de 400 militants kurdes qui ont été tués. Pas par les drones seulement, mais enfin bon. Et donc voilà, il est aussi entouré de sa famille. Ça compte. Très important. Et je demandais à quelqu'un, mais est-ce qu'il écoute? Et quelqu'un me disait, il écoute sa femme beaucoup. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà. Guillaume, peut-être, je sais pas l'influence de Madame Erdogan sur son mari. Donc, on peut dire que la femme a toujours et encore une place dans la Turquie d'Erdogan, alors. Alors, moi, ma question était de savoir si le putsch n'a pas marché en Turquie. Est-ce qu'il peut y avoir un putsch au sein de l'AKP, justement? Didier Bullion. Non, je crois qu'il faut mesure garder. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. En tout cas, nous n'en voyons pas les prémices. Mais ce qui apparaît assez clairement, c'est que les divergences sont réelles au sein de l'AKP, non pas des divergences théoriques ou idéologiques, évidemment, là n'est pas le problème, mais probablement un certain nombre de cadres intermédiaires de l'AKP qui doivent pour une bonne partie leur carrière à Erdogan lui-même, mais ont peur que la logique de Erdogan actuellement ne les entraîne dans le gouffre. Alors, c'est pas encore formalisé, mais beaucoup d'interlocuteurs m'ont indiqué qu'il y avait quand même de fortes divergences au sein de l'AKP. Et pour ma part, comme il faut pas faire d'idéologie, il y a un aspect qui est quand même très important. Nous avons souligné précédemment ce lien direct, populisme par excellence, de Erdogan avec des foules, avec le peuple turc, comme il dit constamment. Et il faut avouer que le bonhomme, outre ses dons de tacticien et de stratège, a un véritable charisme. Sauf que les succès électoraux successifs de l'AKP se sont en partie fondés sur de bons résultats économiques. Nous sommes, je crois, du point de vue de la situation économique, désormais à un tournant. Alors ça ne veut pas dire que demain c'est la crise, hein, c'est pas ça, les choses sont plus compliquées et plus lentes en général. Toutefois, tous les indicateurs économiques ne sont pas bons. Et je pense que ce qui jusqu'alors avait été le facteur d'entraînement de l'économie turque, c'est-à-dire notamment le BTP, le bâtiment et les travaux publics, c'est maintenant tout à fait essoufflé. Un interlocuteur, un économiste me disait, il y a une sorte de surproduction du bâtiment pour 1 an. C'est-à-dire que ce n'est plus un facteur d'entraînement. Donc cela va avoir des conséquences. Mais les accords avec la Russie peut-être vont changer sur le plan du tourisme, le BTP justement, les entreprises turques qui sont en Russie. On y revient sur la Russie, mais je pense que, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'économie turque va se retrouver à genoux dans les 3 mois à venir, mais je pense quand même que les grands succès sur lesquels surfait M. Erdogan, c'est derrière nous. Ça va induire des contradictions et son électorat va s'effriter probablement aussi. Là encore, ce n'est pas pour demain matin. Essayons de nous placer un peu en prospective sur les 3-4 ans à venir, mais ça pourra peut-être faciliter la recomposition à l'intérieur de l'AKP, peut-être voir la création d'un nouveau parti, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cadres, y compris les historiques, qui ont été mis sur la touche, qui ont été nommés précédemment et qui trépignent un petit peu et ont véritablement peur probablement que leur pays ne soit entraîné dans le gouffre. Sauf que la réponse à ça, c'est le régime présidentiel. C'est-à-dire que le régime présidentiel lui permet de ne pas avoir de majorité parlementaire. À la limite, ça n'est pas grave si l'AKP perd des voix, à partir du moment où le régime présidentiel est mis en place. Mais c'est limité dans le temps. Et c'est pour ça qu'il sait très bien que l'AKP peut perdre des voix, il faut le faire vite,
pour installer ce système avant effectivement une prochaine élection. Alors, Guillaume Perrier, concernant la politique étrangère, surtout dans la région, on sait que depuis 2011, et pourtant, mari et épouse, ils étaient très copains avec monsieur et madame Bachar el-Assad. Ça, on sait pas, hein. En tout cas, il y avait des petits déjeuners entre les deux couples présidentiels ou le Premier ministre à l'époque. Monsieur Sarkozy aussi faisait pareil. Il m'est arrivé souvent de prendre des petits déjeuners avec des gens avec lesquels je n'étais pas forcément. Ce que je veux dire par là, vous savez. Voilà, en tout cas, depuis 2011, ça va très très mal entre Erdogan et Bachar el-Assad, et pourtant, nous dit-on que finalement, il s'est rendu compte que c'était une catastrophe, sa politique étrangère, surtout en Russie, en Syrie, ça n'a pas donné les résultats escomptés, et finalement, on commence à discuter avec Bachar el-Assad. Officiellement, on lui dit pas évidemment qu'il est là pour toujours, mais il est là en tout cas. On veut pas qu'il parte tout de suite. Il est là pour cette période de transition, et on commence à parler avec surtout les Russes et donc les Syriens de cette situation. Est-ce que c'est la question des Kurdes, qui est une obsession en Turquie, qui fait que la donne a changé aussi dans les relations de la Turquie avec la Syrie et aussi son intervention en Irak? Sans doute, oui, l'enlisement du conflit joue aussi un rôle très important. On voit bien que la situation se dégrade de jour en jour, quasiment pour la Turquie. Maintenant, la menace de Daesh est de réaffirmer sur les îles turques. On voit bien que la situation n'est pas tenable, pas plus pour la Turquie que pour un autre pays. Donc effectivement, la Turquie a dû mettre un petit peu d'eau dans son vin sur sa politique syrienne. Et surtout peut-être qu'Erdogan est revenu à plus de pragmatisme sur cette question. Ça a toujours été sa force finalement, le pragmatisme. Et sur cette question de la guerre en Syrie, sans doute sous l'influence d'Ahmed Davutoglu, le gouvernement turc avait adopté une position plus émotionnelle, plus idéologique pour le coup. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un retour à une forme de pragmatisme. Alors avec quel résultat on va voir, parce que pour l'instant c'est vrai qu'il est difficile de savoir exactement où va la Turquie en Syrie. Est-ce que cette zone tampon qu'elle est en train de mettre en place et qui était son objectif depuis 2011, est-ce que ça va être une zone de protection des civils provisoire? Est-ce que ça va être une zone occupée qui va durer dans le temps, comme il est possible que ça le soit, Certains milieux nationalistes en Turquie réclament l'établissement d'un État turkmène dans le nord de la Syrie, contrôlé par la Turquie. Donc il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup de visions différentes de ce conflit en Syrie qui s'affrontent, qui sont pas nécessairement compatibles. Et donc là, encore une fois, Erdogan joue un petit peu, navigue un petit peu à vue. Il y a beaucoup de pragmatisme. On le voit sur le rapport avec la Russie, par exemple, qui a été quand même un épisode dont vous allez reparler sans doute, mais qui a été un épisode assez emblématique. On est passé là aussi d'une position totalement émotionnelle à quelque chose de beaucoup plus froid, et donc aujourd'hui les liens entre la Russie et la Turquie semblent être de nouveau sur le chemin de la réconciliation. Ariane Bonzon, oui, deux choses. Cette notion de pragmatisme est très intéressante parce qu'en fait ça n'est pas propre à Erdogan. Il y a une tradition de pragmatisme depuis l'Empire ottoman, dans la politique étrangère turque. Il y a certaines personnes maintenant qui le contestent. Je sais que j'ai travaillé là sur un article sur justement cette continuité du pragmatisme en Turquie avec un historien spécialisé. Il me dit oulala, là il y a quand même une part de l'idéologie qui l'emporte beaucoup. Enfin, bon. Le second point, c'est que ce qu'on oublie, c'est il y a rapprochement avec la Russie, mais la vraie question, c'est la rivalité avec l'Iran. Et ça ressort actuellement. Et la zone, effectivement, en Syrie, si vous voulez, tout l'enjeu actuellement des Turcs, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir une sorte de zone d'influence de Téhéran à la Méditerranée, pour aller vite. Et eux, alors là, il y a une concurrence. Alors on le voit encore plus sur l'Irak qu'en Syrie, mais c'est là que se jouent les choses. Et je crois que ça, c'est la grande, ce qui va faire parler beaucoup dans les mois qui viennent, c'est cette espèce de rivalité latente, alors qu'ils ont des accords gaziers, qu'ils ont un certain nombre d'accords, mais il y a une vraie rivalité avec une milice chiite, par exemple, qui joue un rôle important en Irak. Et Erdogan veut lui contrecarrer ça et dit. En plus, c'est l'Empire, c'est Mossoul, il y a toute une histoire, l'histoire de Mossoul, vous savez, vous connaissez l'histoire de Mossoul, c'est-à-dire que c'était normalement, ça devait revenir à la Turquie, et la Turquie considère qu'elle a, disons, un droit
sur cette zone. Certains Turcs aussi considèrent qu'Alep devrait Absolument. revenir aussi à la Turquie parce qu'il y a une carte qui est constituée en intégrant Alep. Donc aujourd'hui, peut-être que toutes ces habilités dans les négociations avec les uns et les autres, c'est pour partager probablement certains territoires et avoir une part du gâteau. Je pense pas qu'ils veulent récupérer le territoire, mais en fait empêcher peut-être. Je vais vous donner la parole, Didier Billon, mais avant de libérer Guillaume Perrier, juste une question sur les Kurdes. Guillaume Perrier, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est un jeu de billard à quatre bandes entre Moscou, Ankara, Damas et Téhéran, c'est-à-dire que tout le monde est intéressé par, en quelque sorte, l'élimination du facteur kurde. Chacun dans son pays. Oui, alors ça c'est pareil, c'est une grande permanence de l'histoire aussi, effectivement. Qui sera le premier à trahir les Kurdes? Il y a une course de vitesse aussi de ce point de vue-là. Non, effectivement, on s'est aperçu ces dernières années que les Kurdes constituaient une force importante sur laquelle il fallait compter. Les Américains ont armé les Kurdes dans le nord de la Syrie, donc les Kurdes qui sont la branche syrienne du PKK. Les Américains les ont armés, les Russes les ont également aidés, les Français les ont aidés. Tout le monde s'est précipité pour aider ces valeureux Kurdes syriens en guerre contre Daesh. Et puis, quelques mois plus tard, la donne a changé et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que ces mêmes Kurdes sont lâchés en race campagne et que aujourd'hui, la position de la Turquie a été la suivante, c'est-à-dire que la Turquie est intervenue, mais à la condition unique que les Kurdes soient marginalisés par la coalition internationale. Et donc, de ce point de vue, la Turquie a réussi son coup puisque elle a demandé à la coalition de choisir ce sera moi ou les Kurdes, et effectivement la Turquie s'est placée aujourd'hui en position de force, non seulement pour libérer une partie des villes occupées par Daesh dans le nord, mais pour se positionner comme étant la force qui pourrait libérer la ville de Raqqa. Merci. Donc aujourd'hui effectivement la Turquie a éliminé de fait les Kurdes du jeu diplomatique dans le nord syrien, ce qui ne veut pas dire que les Kurdes ne sont pas présents militairement et politiquement sur le terrain, mais il leur sera difficile aujourd'hui de garder cet avantage qu'ils avaient pris au début de la guerre. Merci beaucoup Guillaume Perrier. Je rappelle que votre documentaire tout récent, Erdogan et l'ivresse du pouvoir, on pourra le suivre le 22 novembre, c'est ça, sur Arte à 20h40. Donc et vous avez interrogé, on a vu sur votre page Facebook vos images avec Cem Özgüden, le fameux député d'origine turque en Allemagne qui a défendu aussi la thèse de la reconnaissance du génocide arménien au Parlement allemand. Donc il fait partie de ce documentaire. Donc Cem Özdemir, oui, absolument. Özdemir, pardon. Absolument. Et puis on a rencontré Fethullah Gülen aux États-Unis, ce qui est la première fois qu'il témoigne auprès d'un journaliste français. Et puis on a aussi le témoignage assez exceptionnel vu la situation aujourd'hui de Selahattin Demirtas qui a été arrêté il y a 2 jours et qui explique justement, vous le verrez, à quel point il vit sous la menace de tous ces procès et la possibilité d'être mis en prison. Voilà. Un dernier point, que pensez-vous de l'annonce ou la déclaration de Gilles Martin Chauffier, non pas sur Erdogan le De Gaulle turc, mais sur le fait que les allégations arméniennes sont, les réclamations arméniennes sont sans fondement et que les Français finalement n'ont rien compris à cette histoire. Le rédacteur en chef de Paris Match. Moi, j'ai rien compris à ce que voulait dire Gilles Martin Chauffier et j'avoue que je perds plus mon temps à lire les choses qui émanent de gens qui ne connaissent pas leur sujet. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à en dire si ce n'est qu'il devrait parler d'autre chose. Merci Guillaume Perrier, merci beaucoup. Juste un point, parce que pour nous sur cette antenne c'est très important, les sujets qui sont liés à la pénalisation de la négation du génocide et le génocide d'une manière générale. Qu'est-ce que ça vous évoque quand un journaliste français, Didier Billon, parle encore, par exemple aujourd'hui, sur le fait que c'est faux tout ça, ce que les Arméniens racontent?
Enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, vous le savez bien, vous connaissez probablement mes positions, il y a l'aspect de la discussion sur les faits historiques, puis après il y a un deuxième débat sur la question de la pénalisation. C'est deux dossiers totalement différents. Moi, on peut discuter d'histoire, c'est nécessaire, et c'est nécessaire de le faire, comme le rappelait Guillaume, avec des gens qui connaissent leur sujet. Par ailleurs, moi je suis contre, vous m'avez, je crois, déjà interrogé sur cette question, je suis contre les histoires officielles. Donc je ne pense pas que ça soit du rôle des députés, que ce soit en France ou ailleurs, que d'écrire une histoire officielle. Donc il faut toujours séparer les deux aspects. Mais il est vrai que, pour ma part, j'ai eu un peu de difficulté à comprendre aussi ce que disait je sais plus si le rédacteur en chef de Paris Match. Mais franchement, dans la méthode du débat, il faut bien séparer les deux aspects. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la politique extérieure, parce que j'avais Oui, on va y revenir. On va finir l'émission sur ce sujet, bien évidemment. Alors, justement, sur la politique extérieure et sur les relations avec l'Europe aussi, c'est très important. On a l'impression, alors c'est pas le sujet principal, mais quand on parle de la peine de mort en Turquie, est-ce que c'est pour vous une sorte de dire je fais ce que je veux dans mon pays et l'Europe n'a plus rien à voir. D'ailleurs, Erdogan l'a dit sur d'autres sujets, mêlez-vous de vos affaires. Je pense que cette question de la peine de mort est un élément de clivage, évidemment. On ne peut pas imaginer qu'un État qui est encore candidat à une perspective d'intégration à l'Union européenne puisse remettre en vigueur la peine de mort dans son pays. Ça, c'est un point de clivage, clairement. D'ailleurs, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, d'ores et déjà dit que si la peine de mort était rétablie, la Turquie serait suspendue de ses rangs. Bon, ceci étant posé, je pense que l'Union européenne, à cause de ses erreurs successives, est dans une position de très grande faiblesse à l'égard de Erdogan. Non pas parce que Erdogan est autoritaire, ça nous le savons, je crois que nous l'avons à peu près établi précédemment, mais parce que la série d'erreurs, la façon dont les négociations ou pseudo-négociations ont été menées a induit une sorte de méfiance, non seulement au sein des autorités turques. Il est clair que M. Erdogan a le plus grand mépris à l'égard des dirigeants de l'Union européenne, qui ne respectent jamais leurs promesses et leurs engagements. Ça, c'est un fait. Sur ce point ponctuel, M. Erdogan a plutôt raison. Sur l'accord avec du 18 mars dernier, sur la question de la gestion des flux migratoires, l'Union européenne a promis 6 milliards d'aide à la Turquie. En réalité, je crois, dans les derniers chiffres, qu'à peine 300 millions ont été versés. Donc là, il y a un problème de crédibilité. Et il est clair que le rapport de force, il est clairement en faveur de M. Erdogan, malheureusement, sur ce dossier. Parce que les Européens sont comme tétanisés, impuissants, ils ne sont pas capables d'avoir une position commune, et en même temps, ils ont besoin de la Turquie. Donc, M. Erdogan, en bon politique, pragmatique, tacticien hors pair, on l'a dit tout à l'heure, fait monter les enchères. Et donc, on a un peu scié la branche sur laquelle, quand je dis nous, les Européens, sur lesquels on était assis. Donc, on est là aujourd'hui, face à l'aggravation de la situation politique, dans une situation de relative impuissance, parce qu'on peut faire des déclarations, le Parlement européen peut voter des résolutions, ça ne changera rien. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de remettre tout à plat. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais tout à plat dans nos relations avec la Turquie. Mais on le fait au plus mauvais moment et dans les plus mauvaises conditions. Malheureusement, je crois que l'Union européenne n'est plus en situation conjoncturellement d'influencer en quoi que ce soit les décisions de M. Erdogan. Alors, déjà dans les années 2000, je me souviens en 2004-2005 quand M. Erdogan était à Paris dans une conférence de presse, j'ai pu poser une question pour dire que si le Parlement européen émet des résolutions, vote des résolutions pour demander l'ouverture de la frontière arméno-turque, qu'est-ce que vous allez faire face à cette exigence européenne? Déjà en 2004-2005, il disait les Européens peuvent voter les résolutions qu'ils veulent, c'est nous qui décidons de la politique de la Turquie. Donc le problème peut-être, c'est que les Européens n'ont pas compris à temps, peut-être ils l'ont compris aujourd'hui, mais c'est probablement trop tard, que la Turquie n'est pas, n'est pas sous l'influence de l'Union européenne, n'a que ses intérêts dans l'Union européenne. Et c'est à cet égard qu'aujourd'hui on est peut-être en position de faiblesse dans ces négociations aussi sur les migrants. Mais si on parle de pragmatisme, après tout, si on dit qu'il est pragmatique, si on parle de ces présupposés-là,
il aurait très bien pu se retourner vers l'Union européenne s'il y avait trouvé ses avantages. Pourquoi plus vers la Russie que l'Union européenne ? On peut se poser la question. Alors à quel moment ? Cela dit, ce qui est intéressant avec le président Erdogan, c'est que il a vu que le rapport de force, ça marchait. Qu'est-ce qu'il a vu là depuis quelques années ? Il a vu que Poutine et Assad ont grosso modo obtenu ce qu'ils voulaient. Enfin, pas complètement, mais enfin bon, il voit que ça marche. Et il voit l'impunité. C'est exactement tout ce que dit Didier. Enfin, concrètement, il y a quand même tout ça qui a dû le faire travailler, lui dire, après tout, j'ai plus à gagner pour l'instant de me tourner vers... Alors, il ne faut pas exclure, moi j'ai extrêmement peur d'une situation où on laisse s'enliser le conflit syrien pour fatiguer la Russie. Que les États-Unis laissent une poche de l'État islamique en Syrie, qui soit une ligne entre le régime d'Assad et que, à l'Afghan, si vous voulez, comme en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on laisse la Russie, voire la Turquie, dépenser énormément économiquement, militairement de ses forces et les épuiser. C'est une des hypothèses, c'est pas mon hypothèse à moi, mais c'est une hypothèse qu'on entend. Et là, ça peut être aussi quelque chose qui jouera sur l'affaiblissement de Erdogan. Alors Didier Billon, vous vouliez intervenir aussi sur la partie relations étrangères de la Turquie, c'est sa place aujourd'hui dans la région avec le conflit syrien, avec sa présence en Irak. Que va-t-il se passer ? Tout à l'heure, quand nous parlions de Mossoul et d'Alep, vous avez fait signe de la tête en disant qu'Alep ne fera jamais partie de la Turquie, mais c'est quand même dans certains esprits. Non, ce qui est important, que ce soit pour Mossoul, que ce soit pour Alep, et il y a un mois de cela, des îles grecques qu'a évoqué M. Erdogan, parce qu'il parle beaucoup constamment, je pense que ça procède de la politique intérieure. C'est-à-dire que pour justifier les purges massives que nous avons largement évoquées tout à l'heure ensemble, il est nécessaire de maintenir une sorte de tension permanente au sein de la société turque pour justifier. Nous sommes assaillis de partout, dit M. Erdogan, donc il faut un régime fort, efficace. Il le dit, un régime présidentiel, c'est celui qui permet de prendre les décisions les plus rapidement possible, sans passer par le Parlement ou la justice. Il l'a dit, ça. C'est évidemment très grave. Mais quand il dit les îles grecques, finalement, ça a été mal négocié après la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, donc c'était les balbutiements du régime kémaliste, ont mal négocié pour les intérêts de notre pays. Ça renvoie à ce qu'on disait, il veut reconstruire les paradigmes identitaires de la Turquie. Nous, autour de moi, nous, à l'AKP, nous défendrons, nous, les intérêts de la Turquie. Pareil pour Mossoul. Personne n'imagine une seule seconde que Mossoul va devenir turc. Enfin, moi, en tout cas, je ne le pense pas du tout. Mais là aussi, même logique, on parle de ceux qui ont mal négocié dans les années 25, 26, 27. Donc les kémalistes, Mustafa Kemal était au pouvoir. Et donc là, c'est un règlement de compte aussi à fonction interne. Donc il faut prendre cela avec sérieux. Parce que c'est des morts d'hommes, ce sont des guerres. Donc on ne rigole pas avec cela. Mais en même temps, comprenons bien que Monsieur Erdogan, qui est pardonnez-moi l'expression, c'est une bête, c'est un animal politique. Il sait parfaitement l'intérêt qu'il peut en tirer en termes de politique intérieure. Mais alors moi, j'ai une toute petite... je suis d'accord, sauf que... et je vous renvoie à un article très intéressant de Metin Gurcan, qui est un monsieur militaire, qui a expliqué que la nouvelle doctrine Erdogan, que c'était une doctrine, justement, c'était maintenant, il était plus simplement dans la prévention, enfin, dans la prévention et plus simplement dans la protection, si vous voulez. Et que c'était une doctrine qui allait un peu faire fi des alliances naturelles, enfin, qui éventuellement vous pouvez prendre des décisions sans l'OTAN, qui, surtout aller agir au-delà des frontières. Rappelez-vous, les militaires l'armée n'avait aucune envie de partir dans le Moyen-Orient. C'était des Arabes, on tournait, et ça, donc il y a un changement de paradigme, il y a un changement de doctrine qui fait qu'on peut quand même pas exclure un certain nombre d'interventions. D'ailleurs, ils forment en Irak, il y a quand même 3000 combattants qui sont formés par les Turcs depuis longtemps. Enfin bon, donc, si vous voulez, peut-être pas occuper Mossoul, mais garantir une influence sunnite dans le nord de l'Irak, sûrement.
Alors, ce qui est très intéressant, et on va peut-être terminer l'émission avec ce que vous venez de dire, Didier Billon, à propos de cette mise en question par Erdogan lui-même du traité de Lausanne de 1923. Il dit, on nous a collé un traité dont on ne voulait pas. En tout cas, on nous dit que c'est le traité de la victoire, mais on a perdu beaucoup de choses, dont les îles grecques dont vous parliez. Et là, on sera d'accord, Kurdes, Arméniens, avec lui, que c'est le traité qu'il faudra effacer de l'histoire. C'est une convergence intéressante que vous évoquez là. Merci Ariane Bonzon. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous écrivez pour slat.fr. Merci Didier Billon, chercheur à l'IRIS et coordinateur d'études à l'Institut du Bosphore. Merci à Guillaume Perrier qui était avec nous. Donc son documentaire le 22 novembre sur Arte. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.